Bonsoir à tous pour le premier podcast des supporters de l'ETG après ce match entre l'ETG et l'OL. On a 3 participants ce soir pour inaugurer ce podcast. Alors chacun va se présenter et raconter ce qu'il fait un peu autour de l'ETG. On va commencer par Alexandre. Écoutez, moi donc je m'appelle Alexandre, je fais des articles d'un point de vue amateur donc sur un site qui s'appelle Vavel, et puis j'en fais aussi pour mon blog. Donc du coup je commence un petit peu un travail d'un point de vue amateur journalistique pour essayer de percer plus tard. Ok, impeccable. Fred. Salut à tous, moi c'est donc Fred, fondateur du site croix-de-serrafans.net depuis 2005. Voilà. Super. Et pour finir, Arnaud. Bonjour ou bonsoir à tous, moi je suis Arnaud, je gère notamment le Twitter @TeamETG, mais je suis avant tout un grand supporter et un fidèle du Parc des Sports d'Annecy. Voilà, donc, et moi-même, Yannick, fondateur de TG Blog. Vous l'aurez compris, que des supporters. On n'est pas là entre journalistes très professionnels qui allons poser les choses très proprement. On est là aussi pour donner notre avis de supporters. Donc j'espère que le débat sera intéressant. On va tout de suite commencer par l'actu chaud le dernier match contre Lyon. Alors, de but en blanc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Du coup qui commence? Je sais pas qui veut prendre la parole en premier. Si ça vous dérange pas, je commence. Vas-y. Ouais. Je pense que d'un point de vue maintenant après avoir réfléchi, c'est quand même une victoire méritée qui récompense les efforts qu'on fait depuis le début de la saison, mis à part peut-être la petite petit passage à vide face à Rennes. On a eu quand même des phases de jeu très intéressantes, et le match face à Lyon quand même le récompense. On a pu profiter de la mauvaise passe de Lyon qui restait sur 3 défaites consécutives, une en championnat et 2 en Champions League. Donc c'est vrai qu'on a su en profiter, et du coup on parvient à engrainer notre première victoire de la saison, et ça fait du bien au moral, je pense, pour l'avenir. Quelqu'un d'autre pour... Moi je veux bien y aller. Ouais, vas-y. Ouais. Allons-y. Je pense qu'on a su produire pendant 90 minutes ce qu'on avait produit pendant 45 face à Sochaux pour le premier match. Ouais. Ça, c'est un premier très bon point positif. Après, j'aurais tendance à relativiser un petit peu cette victoire, parce qu'on est tombé sur un Lyon très fébrile. Il y a eu beaucoup de jeunes, des joueurs qui ne se connaissaient pas forcément, qui avaient un petit peu de mal à se trouver. Mais au final, ça reste quand même une belle victoire, une première victoire, et on peut s'en féliciter. Puis une victoire méritée surtout, donc Mérité, oui, mérité Ouais. dans le jeu, mérité dans les occasions, mérité partout, je suis d'accord. Alors, c'est toujours le grand débat, hein. Est-ce que c'est Lyon qui a perdu ou est-ce que c'est nous qui avons gagné? Vas-y Arnaud, vas-y. C'est nous qui avons gagné. Il suffit de lire les statistiques. On le voit notamment dans les tirs. 14 tirs à 7 pour Evian Tonon-Gaillard. C'est quand même une belle prestation de la part des hommes de Pascal Duprat, et on peut s'en féliciter. Lyon a été fébrile, certes, mais le TG a également été supérieur. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même tombé sur un Lyon vachement fébrile, vachement affaibli, mais après, il faut pas oublier qu'en face, c'est quand même une équipe qui a réussi à mettre à mal un Lyon qui est quand même une des plus grosses écuries de France. Donc c'est vrai que quand on regarde, comme a dit Arnaud, les tirs et puis les occasions de but, je veux dire, mis à part la frappe de Jordan Ferry qui est imparable, je veux dire, Laquais a pas non plus été vachement inquiété, quoi. Il est surtout sorti sur corner, mais il a eu aucune parade à faire, alors que je veux dire, Lopez a quand même vachement été mis à contribution par les attaquants de l'ETG. Donc je pense dans ce cas-là c'est mérité. On peut pas dire que Lyon a perdu, et dans ce cas-là on vole un petit peu le mérite de l'ETG, comme souvent on l'a souvent fait, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Laquais a eu une parade quand même importante à faire en fin de première mi-temps, il me semble. Je ne sais plus si c'est face à Fekir ou face à Fekir, il me semble. Ouais, je crois que c'est face à Fekir, hein. C'est vrai qu'il fait un arrêt qui permet c'est quand même une belle parade. C'est vrai qu'il fait ça dans le match. Après c'est vrai que on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que Laquais il a aussi quand même la pression d'avoir un nouveau gardien sur le banc. Il doit faire quand même le travail qui est nécessaire, et là je veux dire, la frappe est pas non plus hors de sa portée. C'est vrai qu'il tire un petit peu sur lui, même s'il faut quand même la sortir. C'est vrai qu'il avait intérêt, celle-là, à la sortir pour ne pas compromettre sa titularisation, quoi.
si je peux intervenir sur ce match, bon, la victoire est largement méritée. Je pense que là, il n'y a personne qui peut contredire ça, même chez les plus fervents supporters lyonnais. Je pense qu'on s'est quand même fait un petit peu peur sur la fin de match où les Lyonnais enchaînaient les corners ou les coups francs pas loin de nos buts. On aurait pu se faire égaliser bêtement. Je pense qu'on aurait dû tuer le match bien avant, avec notamment Soulou et Bertoglio qui ont mangé la feuille. Je note aussi quand même qu'on a un petit peu changé niveau tactique. On a procédé plus sur des longs ballons par rapport au match qu'on a vu comme contre Sochaux, ou Marseille ou la deuxième mi-temps de Rennes. On a joué sur les faiblesses lyonnaises qui étaient sur les latéraux Bédimo, le côté Bédimo-Koné qui était vraiment avec la caravane, et puis de l'autre côté Miguel Lopez qui n'était pas serein non plus. Donc, je pense qu'ils avaient bien étudié l'arrière-garde lyonnaise. Et on a fait du jeu assez direct et je trouve qu'on s'est bien adapté par rapport à l'adversaire et ça a été assez concluant. Oui, c'est clair que très souvent, quand on dit que la grosse équipe a perdu plutôt que la petite a gagné, c'est aussi parce que la petite a su s'adapter. Et là, pour le coup, on a très bien vu, si on regarde vraiment dans le fond, que les difficultés de construction étaient aussi parce qu'il y avait un très bon placement, parce qu'il y a aussi un très bon pressing à tout point de vue, quoi. Et donc c'est pour ça que Lyon a été très peu dangereux. Et c'est pour cette raison-là, moi, que je trouve que la victoire est méritée, enfin plus qu'on peut parler de victoire plutôt que de défaite de Lyon. Et moi, je trouve que la victoire est belle, puis on pourrait même dire que ça peut servir de match référence. Laquais en fin de match avait dit que plus que se concentrer sur l'adversaire, donc qui était Lyon, qui était un gros morceau, et se mettre la pression vis-à-vis de ça, ils avaient cherché à retrouver l'intensité de jeu qu'ils mettaient en fin de saison passée. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup plus de jeux au sol, et les 11 titulaires alignés par Pascal Dupraz, c'est vrai que c'était quand même vachement intéressant. Je trouve qu'on tient, même s'il n'y a pas beaucoup de nouvelles recrues, on a quand même un jeu vachement intéressant. Je veux dire, Eret depuis le début de saison fait vraiment quelque chose de bien, et sur son côté gauche c'est agréable. Djadjedje qui retrouve sa place à droite est aussi très intéressant d'un point de vue des centres. Berigo qui retrouve de la confiance, Barbosa qui est quand même bien plus intéressant en 10 voire sur les côtés qu'en stopper avec Sorlin comme on l'avait vu sur les 2 précédents matchs pour dépanner, et puis Koné, Sorlin, enfin ça tient quand même vachement bien la route. Il y a quand même... Et Vas qui retrouve son milieu de terrain également. Même Vas, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Sabali, il a peut-être encore besoin d'un temps d'adaptation, mais ça va se faire avec le temps aussi. Mais je pense qu'avec une équipe pareille, même si voilà, et on met pas de recrues, peut-être qu'on profite moins des recrues qu'on a peut-être payées, mais je veux dire, là on a quand même réussi à faire quelque chose face à Lyon, donc c'était intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Le fait de mettre Eret et Vas sur les côtés, ça a homogénéisé le collectif, ça l'a rendu plus solide et plus, comment dire, pas plus compact, mais on a pu avoir une assise défensive avec justement Eret et Vas qui pouvaient descendre, aider au cas où Djadjedje et Sabali, et qui se projettent très vite vers l'avant, ouais. qui amènent des débordements des centres. Donc c'est vrai qu'on avait quelque chose de très, très homogène, très, très bien lié entre toutes les lignes, et c'était vraiment très intéressant cette composition. Et en plus de ça, c'est une victoire qu'on pourrait croire la petite équipe qui défend et qui joue en contre, comme on a pu voir notamment Ajaccio face au Paris Saint-Germain. Mais ça n'a pas du tout été ça. On a vu quand même un ETG très conquérant, très bon dans le jeu. Les 2 buts, il suffit de regarder les 2 buts pour voir que c'est quand même des bijoux de fluidité, de jeu de passe. Ouais. Donc on peut s'en féliciter, vraiment. On est en train d'abandonner un jeu qu'on avait développé depuis la montée en Ligue 2, qui était vraiment un jeu en contre avec que des passes en avant, et si ça passe, on parvient à marquer, avec beaucoup plus de jeux au sol, avec des combinaisons entre des joueurs, des 1-2, des jeux en une touche de balle. Donc c'est vrai que ça permet d'aller plus rapidement vers l'avant, et du coup on voit que ça commence à porter ses fruits, et on rajoute à ça un attaquant. Certes, Berigo était fébrile en début de saison, il a mis du temps à se remettre dedans, mais quand on voit qu'il commence à reprendre des sensations, ça peut commencer à faire mal. Quoi. Justement, par rapport à ça, on peut constater, de toute façon c'était assez prévisible comme chose, parce qu'on peut constater qu'il y avait 2 gros changements. C'est que le système habituel en 4-2-2-2, avec 2 milieux défensifs et 2 milieux offensifs sur les côtés, est en train de devenir un 4-2-3-1. Et l'autre chose, c'est que on était effectivement par
par rapport au style de jeu qui était beaucoup en contre, on a beaucoup recruté finalement offensif, créatif, petit, fougueux, voilà, alors qu'avant on avait beaucoup recruté voilà, du costaud. Quand on recrute du Rabiot, du Koné, du Kallenberg, du Poulsen, c'est pas hyper offensif, c'est quand même assez costaud, c'est pas voilà. Donc le style a beaucoup changé. Et, par rapport à ça, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de changer, ou alors est-ce que ça peut être préjudiciable parce que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bonnes recettes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, personnel. Vas-y, Arnaud. Je suis d'accord dans l'idée avec toi, sauf que quand on regarde le 11 de départ, les joueurs fougueux dont tu parles, ils sont pas sur la feuille de Ouais, match. pas du tout, ouais. On n'a pas Escobar, on n'a pas Benezé, on a des joueurs qu'on avait déjà la saison dernière, donc c'est ça qui me... Je pose la question, je suis d'accord avec toi, on a eu un jeu plus fluide et plus technique, mais pourtant les joueurs qu'on a recrutés, les joueurs soi-disant techniques, n'étaient pas sur la feuille de match. Ah, c'est vrai qu'après, il y a des choses qui se travaillent à l'entraînement, qui peuvent s'apprendre. C'est vrai que avec 3 années en Ligue 1, on peut plus se contenter peut-être de jouer le contre, de toucher un petit peu, de profiter peut-être des fois de la chance ou de la malchance. C'est vrai que maintenant, si on veut creuser et s'enraciner en Ligue 1, va peut-être falloir commencer à produire du jeu, parce que opérer en contre, à un bout d'un moment, peut-être que ça va plus marcher. Et c'est en faisant du jeu et en méritant amplement nos victoires qu'on va du coup pouvoir se maintenir plus facilement, je pense. Pascal Duprat a essayé déjà de mettre cette tactique de 4-2-3-1 l'année dernière en place sur plusieurs matchs, et le résultat était catastrophique. On l'a vu aussi notamment en finale de coupe sur la première mi-temps contre Bordeaux, où l'équipe était complètement coupée en deux, déséquilibrée, on ne savait pas où les joueurs étaient. Et je pense qu'il persévère, et depuis l'intersaison, donc il met ça en place aux entraînements, et ça commence à porter ses fruits. Et on trouve un bon équilibre, et on commence à avoir de la possession de balle, à être techniquement bien en place. C'est propre, ça circule bien, et je pense que c'est quelque chose de difficile à mettre en place, mais qui va certainement sur le long terme, enfin sur le moyen terme, qui va porter ses fruits, et on risque de bien s'amuser au Parc des Sports. C'est vrai que je pense que la notion de faire du jeu, de créer du jeu, de faire du beau jeu aussi vachement important dans un parc des sports qui est pas encore habitué à voir du beau spectacle. Enfin, je dis ça en disant que la notion, la culture football est pas encore super établie. On voit qu'il y a encore pas énormément, il y a une progression, mais il n'y a pas non plus encore des masses de supporters. C'est souvent des spectateurs, c'est souvent des jeunes, des vieux, mais on n'a pas encore ce public qui se déplace à toutes les rencontres, qui est présent à tous les matchs. On voit que pour Lyon, il y avait 12 000 spectateurs, mais quand on voit que face à Sochaux, face à Rennes, il y avait beaucoup moins de monde, c'est vrai que en faisant du jeu, on peut attirer beaucoup plus de personnes. C'est vrai que d'ailleurs, en parlant de l'affluence, c'est dommage, parce qu'on avait parlé d'effet Coupe de France, entre guillemets, qui avait mobilisé les gens, et ce qui est vrai. Je trouve ça dommage qu'on ne le ressente pas cette saison, et comme tu l'as dit, on l'a vu au match de Sochaux et de Rennes, le public n'était pas au rendez-vous. Et même contre Lyon, le stade n'était pas plein. Peut-être l'horaire. Après, faut pas aussi oublier qu'on était aussi en plein mois d'août, et que là, ça y est, c'est la reprise. C'est vrai que l'horaire était pas facile, mais après peut-être que ça va aussi devenir plus facile. Mais après, je pense que pour en revenir, peut-être repartir sur ce que disait Fred, où il disait que Pascal Duprat persévérait sur certaines choses, par exemple son 4-2-3-1. Il persévère aussi à titulariser Berigo, et du coup ça a porté ses fruits. Moi je faisais ma petite comparaison en disant, titulariser Berigo, c'est un petit peu comme tu continues de titulariser Benzema alors qu'il plante pas en équipe de France, même si la disette offensive de Benzema est beaucoup plus importante. Berigo, finalement, la confiance que Duprat lui a accordée, finalement ça a fini par porter ses fruits. Après, c'est vrai que Duprat, des fois, est pas non plus super patient. On voit que Benezet, il lui a fallu 3 matchs pour le mettre sur le banc, parce qu'il était plus d'accord avec ce qu'il faisait, ou Sougou, pas être vraiment d'accord, et Sabali aussi. Donc ça dépend un petit peu de s'il fait confiance ou pas aux joueurs, je pense aussi. Oui, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette décision-là concernant Nicolas Benezet. Quand Pascal Duprat explique qu'il y a certains joueurs qui sont pas à la hauteur de ce qu'il attendait, on savait pas trop de qui il parlait, mais finalement quand il le sort à la mi-temps et qu'il ne le remet pas le match d'après, on peut comprendre qu'il en fait partie, tout au moins.
Est-ce que vous comprenez cette décision-là par rapport au contenu qu'il a produit sur les 2 matchs et demi qu'il a joué? Il lui faut du temps, il vient de Ligue 2, faut pas trop non plus attendre trop de lui tout de suite, il faut qu'il s'adapte. Là, je pense qu'il a été peut-être sanctionné, entre guillemets, par rapport à ses parties offensives qui étaient un peu brouillonnes, même s'il percutait beaucoup, il amenait quelque chose, il perdait quand même beaucoup de ballons, et je pense que c'est surtout sur le repli défensif que ça a pêché, et du coup, avec un Vass, il y a ce côté-là au niveau du repli défensif qui est réglé, donc je pense qu'il va apprendre, et puis il va revenir plus fort, et de toute façon, peut-être qu'il va aussi passer dans un registre en étant derrière l'attaquant, dans l'axe, pourquoi pas, on peut aussi le mettre dans ce poste-là, quoi. Ça peut être aussi une solution. Moi, pour le coup, je trouve Pascal Duprat extrêmement sévère vis-à-vis de Nicolas Bénézet, puisque je l'ai même trouvé plutôt bon sur ses premiers matchs. Donc c'est une décision que je ne comprends pas trop. Après, je ne vis pas au jour le jour avec le groupe. Je ne sais pas ce que dans le vestiaire, comment Nicolas Bénézet influence le vestiaire. Il y a peut-être de ça aussi, je ne sais pas. Mais sportivement, je ne comprends pas vraiment cette décision. C'est vrai que sportivement, il a été intéressant. Il était bon offensivement, il est intéressant. Peut-être que parfois, il a un petit peu tendance à trop porter son ballon. On voit encore qu'il a des restes de Ligue 2 où il était plus facile de faire la différence en défense, alors que là, quand t'es face à des défenses de Ligue 1, c'est peut-être moins facile. Mais je pense pas que c'était un petit peu sévère de le pénaliser maintenant. Après, c'est vrai que je pense que, et c'est possible, qu'on a placé, du moins dans le club, il s'est placé beaucoup d'espoir en lui. C'est vrai qu'ils ont fait une super opportunité en achetant l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 l'an passé. Ils l'ont payé 1,5 million, c'est peut-être un peu cher, mais ça on en parle pas beaucoup, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que peut-être attendait-il beaucoup de lui, qu'il soit décisif dès le début, et du coup qu'ils le voient un petit peu peiner en ce début de saison, ça leur a fait un petit peu peur, et ils ont voulu du coup le remettre en question avec ce remplacement. Très bien. Pour finir, avant de repasser au mercato, puisqu'on a un peu abordé, on va terminer sur ce match contre Lyon. À savoir si vous pouvez donner un peu vos tops et vos flops de ce match. Quels sont les joueurs qui vous ont surpris positivement, surpris négativement. On peut par exemple parler d'un seul tenant de Sabali et de Mensah qui sont passés un peu du très mauvais au très bon, par exemple, ou alors Berigo qui, après avoir été conspué sur un match, revient très fort et montre qu'il a une bonne mentalité, voilà, et qui se laisse pas abattre. Voilà, quels sont vos tops et vos flops sur ce match? Du coup, je vais prendre la parole. Je pense que du coup, déjà juste pour revenir un petit peu, je pense qu'il faut par contre rester un petit peu terre à terre. On a battu Lyon qui était dans un mauvais jour. C'est pas pour autant qu'on va se maintenir. Il y a un rendez-vous beaucoup plus important qui va être à Ajaccio dans 15 jours. Et va falloir se remettre un petit peu en question et pas se reposer sur nos lauriers parce que le plus dur reste à venir. C'est vrai qu'on a vu de belles promesses. Après, les promesses, faut les tenir. Et trop souvent, je pense que la saison passée, et même avant, le TG se faisait de bonnes choses, était pas récompensé et n'arrivait pas à enchaîner. Donc j'espère qu'on a tiré un petit peu des leçons de tout ça et qu'on va pouvoir avancer plus sereinement cette saison. Et donc pour en revenir au top et flop, je pense que niveau top, la quasi-totalité des titulaires a été très bonne. Donc je pense que je relèverai surtout Berigo donc qui revient en force, Djadjedje qui a fait un très bon travail sur son côté, et puis je pense aussi à Sorlin ou même Barbosa qui a fait une très bonne passe, et à Vass qui sont très intéressants dans leur nouveau poste. Donc c'est vrai que c'était dur un petit peu d'en dégager quelques-uns, mais bon, dans l'ensemble ça a été vachement homogène et il n'y en a pas un qui a tiré l'équipe vers le bas et qui l'a plombé. Après, par contre, pour ce qui est des flops, je pointerai surtout du doigt les 3 remplaçants qui n'ont pas été décisifs et qui n'ont pas fait la différence. Je pense surtout à Sougou, quand tu viens de l'Olympique de Marseille, certes il n'a pas beaucoup joué, quand tu as fait de belles promesses en championnat roumain, même si à un autre niveau, quand tu as un ballon de face à face à Lopez, où tu as la balle du match entre les pieds, t'as pas le droit de la croquer comme ça et de faire une passe à Lopez et manquer un crochet pareil, tu as juste à allumer et permettre à ton équipe de mener 3-1.
Pareil face à Bertoglio qui manque une frappe intéressante et qui depuis le début de la saison est un petit peu timoré. Et puis Escobar, on l'a pas trop vu non plus. Et puis même il a pas non plus été souvent titulaire, présent dans le groupe. Donc c'est un petit peu dur de se faire encore un jugement. Fred. Alors moi au niveau des tops, Berrigo de tir, de cadré, de but, donc bon, ça c'est du 100%, donc c'est le gros top. Après donc Ered Vaz sur les côtés, donc comme je disais qui amène un bon équilibre et puis qui permet un bon repli défensif et une projection rapide vers l'avant. Les deux jeunes latéraux 3D et Sabali qui malgré leur jeune âge ont quand même une certaine maturité dans le jeu, qui se précipite pas, qui relance propre, qui se projette vite vers l'avant. Et surtout aussi au milieu de terrain, Koné. Alors, il va avoir un peu le rôle de Rabiou, un ratisseur qui doit aussi aller percuter dans les phases offensives et qui a fait un très gros boulot. D'ailleurs, qui était cramé comme son compère Mensah, avec des crampes à 20 minutes de la fin du match. Et donc, je pense que Koné, j'espère qu'il partira pas d'ici 3 heures de temps, parce qu'on a vraiment cru qu'il peut avoir ce rôle au milieu de terrain pour pouvoir un peu relayer entre la défense et l'attaque et soulager Sorlin qui peut pas tenir ce rôle tout seul. Donc voilà, à peu près pour mes tops. Et puis les flops, comme dit précédemment, les 3 remplaçants. Bon, Escobar, il a joué 3 minutes, on peut pas trop le juger là-dessus. C'est vrai que Bertoglio qui surjoue un peu en ce moment, depuis le début de saison, il va falloir du temps pour qu'il s'adapte un peu au jeu de la Ligue 1. Et Sou, un petit peu déçu pour l'instant, même s'il se procure des occasions. C'est vrai qu'il aurait dû tuer le match avec son face-à-face avec Lopez. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Fred juste avant, c'est vrai que Koné, on l'avait pas vu en début de saison, on comprenait pas trop pourquoi, il était physiquement en forme presque même, il l'avait annoncé sur sa page Facebook presque même pour la finale de Coupe de France. C'est vrai que c'est vraiment un milieu juste devant la défense et qui va faire beaucoup de bien à aider Sorlin, et manière on n'a que lui à mettre quand on n'a pas vu encore ce qu'est capable un Dan Nistor et qu'on l'a recruté sans trop savoir ce qu'il valait. Moi je pense qu'un Koné avec un Sorlin, si on reste dans un schéma tactique de 4-2-3-1, ça peut faire vraiment quelque chose d'intéressant pour pouvoir protéger la défense et avoir un rempart juste avant. Donc je pense que ça peut être un titulaire indiscutable cette saison au même profil que Sorlin, et je pense et j'espère qu'il partira pas d'ici 3-4 heures parce qu'on sinon on est vraiment mal parti dans ce secteur de jeu. Arnaud. Moi, pour mes top et flop, je pense que vous avez tout dit et que je suis globalement de votre avis. Donc je dirais que mon top, c'est pas un joueur, mais c'est un geste. C'est le geste de Sabali sur le pauvre Stijn Malbranck, que j'ai énormément apprécié, le petit pont sur ce geste technique assez impressionnant. Donc voilà, moi ce sera ça mon top, puisque je suis totalement d'accord et totalement en accord avec ce que vous venez de dire. Bon, à savoir qu'après le petit pont de Nicolas Benezet sur Jean de Macoun contre Rennes, un défi a été lancé à Nicolas Benezet pour qu'on fasse un jamais 203. Il a en quelque sorte pour mission de faire un petit pont sur Boubi contre Nîmes vendredi. À voir. Je pense que s'il y arrive, il peut le chambrer à vie. On a parlé pas mal des recrues. On va faire un espèce d'état des lieux à quelques heures de la fin de savoir. Un bilan mercato. Oui, c'est ça, le mercato. On va commencer aussi déjà par les départs parce qu'on a commencé l'été par une vague de gros départs. Entre Adnan, Andersen, Govou, Barki, Lacour, Bugnet et un peu plus tard Madi. Parmi ces joueurs-là, qui sont partis pratiquement tous en fin de contrat et qui n'ont pas été renouvelés, est-ce que selon vous, il y en a qu'on aurait dû quand même renouveler ? Moi, j'aurais bien aimé continuer à voir la progression de Ali Madi. Je pense que les autres étaient en bout de course. Alors, Madi est en prêt à Ajaccio. Hein. Oui, il est en prêt, mais je pense qu'il aurait pu nous apporter, puisqu'on n'est pas non plus un club du calibre de l'OM, de l'OL, qui peut se permettre de prêter des joueurs pour acquérir de l'expérience. Je pense que l'expérience, il aurait pu l'acquérir chez nous. À voir. C'est vrai que moi, je pense que comme Arnaud,
les départs sont justifiés. Toutes les personnes qui sont parties n'avaient plus grand chose à apporter au club et ont même un petit peu déçu. Anan, Govou n'ont pas été décisifs et n'ont pas servi à grand chose la saison passée. Elle m'a dit, voilà, le prêt pourra être intéressant de voir ce qu'il donne avec le Gazadec Ajaccio, mais je crois qu'il a marqué un but victorieux il n'y a pas si longtemps, donc apparemment il y a des retours pas mal positifs. Moi, peut-être la seule personne que j'aurais bien vu rester et qui m'avait bien tenté la saison passée, c'est Mbarki. Il avait bien tenu la baraque durant l'absence de JJJ. Il avait été, pour un défenseur latéral, il avait été vachement offensif. Il faisait de très bonnes montées, il gardait bien son couloir. Je trouve ça dommage de s'en séparer, mais après voilà, c'est comme ça. C'est plus lui qui a voulu partir après. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas lui qui a voulu partir? Alors, ouais. Après, c'est vrai qu'on lui offrait pas le temps de jeu qu'il voulait peut-être aussi, quoi. C'est toujours après un compromis entre le club et le joueur, et c'est pas facile de tout gérer. Paradoxalement, il me semble qu'il disait regretter que Dawadi n'ait pas plus pris son temps au club pour pouvoir s'imposer, et finalement 6 mois plus tard il fait le même chemin. C'est marrant. Ouais. Fred, t'en penses quoi? La grosse déception, c'est la non-reconduction de Diogo Campos. Ce joueur aurait pu être la révélation de la Ligue 1 cette année. Trêve de plaisanterie. Le plus gros départ, c'est Rabiot, sans conteste. Je pense que ce joueur-là aurait pu être, pour le coup, la révélation de la Ligue 1. Il est monté en puissance depuis son arrivée, progression constante. Là, il aurait fait sa grosse centaine de matchs. Il aurait préparé au mieux sa Coupe du Monde et j'espère pour lui qu'il jouera en Russie et qu'il ne loupera pas l'échéance du Brésil parce que c'est quand même un départ qui est risqué. Je pense qu'on aurait pu essayer de faire un petit deal avec lui pour prolonger sur une année avant de le laisser partir en juin 2014. Après, c'est vrai que Pascal Duprat juge de lui que ça va être un futur grand européen. Après, je sais pas si il parviendra à s'affirmer à cette échelle-là, mais après, c'est vrai qu'il a montré des choses intéressantes. Après, je pense que son départ pourrait être un peu préjudiciable, mais on a de quoi pallier. On a de quoi pallier avec Koné, par exemple. C'est vrai que Nistor, on sait pas trop ce qu'on gagne au change en le recrutant. Après, ça pourrait être pas mal à voir, quoi. Et puis bon, pour un joueur de calibre européen, comme tu disais, je pense que c'est un choix de carrière quand même extrêmement étrange. Ouais, c'est sûr. Le challenge sportif est un petit peu bizarre. Le challenge sportif, oui, exactement. Par contre, moi je pense qu'on va regretter, on pourrait regretter, et c'est dommage de ne pas l'avoir gardé, mais c'était comme ça, il était en fin de prêt. Milos Ninkovic, moi je l'ai trouvé vraiment d'une aide super précieuse avec Betao. Ils auraient pas été là à la trêve hivernale, je pense qu'on serait redescendu en Ligue 2 dès cet été. Ouais. Ça c'est les gros problèmes des prêts et que je pense que c'est un problème qu'on va reconnaître l'été prochain, malheureusement. Ouais. Encore plus même. Encore plus, ouais. Parce qu'on en a encore plus que la dernière fois. Après c'est vrai que les prêts, on en a ressenti un petit peu les effets, mais quand tu vois que on y revient, le match face à Lyon, il y avait 0 recrue, mis à part Sabali, qu'on va perdre à la fin de saison, on n'a aucun joueur en prêt qui est rentré, enfin je veux dire, c'était des remplaçants, ils n'ont pas fait la différence, donc ça pas non plus, on verra si c'est préjudiciable au fil de la saison, mais pour l'instant c'est pas non plus eux qui font la différence. La différence, c'est que sur le terrain, il y avait aussi Sorlin, Barbosa, Eret, Laquet, qui sont sur les 4. Combien seront là dans 2 ans? Ouais, c'est sûr. Voilà. Il va falloir se mettre à recruter d'un point de vue vraiment, enfin des vrais contrats et pas que des prêts pour construire vraiment une équipe durable et stable, parce que à force de jouer avec ça, voilà, on va se retrouver avec un effectif instable et c'est jamais bon pour la cohésion d'équipe, quoi. Parce que si on regarde tous les joueurs qu'on a eu en prêt, quand je pense notamment à Kallenberg, à Cassapa, à tous ces joueurs que tu as cités précédemment, on aurait quand même eu une très 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 belle équipe, très compétitive. Donc c'est le problème des prêts. On a des joueurs de talent, mais uniquement pour une saison. Je suis pas sûr que Cassapa était en prêt. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, Cassapa, il est venu que 6 mois. Ouais. Oui, ça aurait été. T'as peut-être raison. C'est vrai. Non, excuse-moi. C'était juste pour ça, non. Non, mais tu as raison. Et sur les 2 derniers, qui sont les 2 plus gros selon l'extérieur, en tout cas, Khalifa et Sagbo. Khalifa. Ah bah il faut dire les 2 parce qu'on ne sait jamais. Ouais.
si jamais on a des auditeurs marseillais, ils vont pas apprécier qu'on enlève le A. Non, bah je pense que Sagbo, il a été pas mal la saison passée. C'est bien qu'il aille voir ailleurs. Moi, je trouve pas que son départ soit préjudiciable pour le club. C'est intéressant qu'il aille voir ailleurs, se tester autre part et essayer d'être décisif autre part. Il a pas non plus été très très décisif avec l'OM, avec le TG. Et donc Clifa sera peut-être un peu plus préjudiciable. À voir quoi. Pour l'instant, il fait rien avec Marseille et on va peut-être le regretter plus tard. J'espère pas. D'ailleurs, en parlant de Khalifa, je sors d'une partie de Football Mercato où il s'appelle Khalifa, avec un E. Affaire à suivre. Peut-être que d'ici quelques années, on découvrira que c'était Khalifa. Ouais. Moi, par contre, le joueur qu'on a recruté, dans lequel je place beaucoup d'espoir, même si c'est sous la forme d'un prêt, je pense que Marco Ruben pourrait vraiment être très très intéressant. Mis à part qu'il se blesse et qu'il n'a pas non plus été décisif pour son premier match, je pense qu'il a beaucoup d'expérience et qu'il a envie de redonner un sens à sa carrière et de repartir en Espagne. Donc je pense que si il a intérêt pour sa carrière à lui de faire la différence à l'OTG pour être recruté plus tard. Oui, et concernant les autres, on a parlé des prêts effectivement entre Sabali Sougou et Escobar Bertoglio. Je pense qu'on peut parler du futur départ de Eric Tibi. Aussi, probablement. Qui lui est Ligue 2, il me semble, c'est ça Ouais, il a des approches en Ligue 2. Le Dauphiné annonce une résiliation du contrat à l'amiable avec le club pour qu'il parte en Ligue 2. C'est ça, ouais. Donc on en saura plus lors de la diffusion de ce podcast, mais pour le moment, on n'a pas trop d'infos. Je trouve ça quand même dommage de résilier le contrat d'Eric Tebi alors qu'on n'a pas non plus énormément de joueurs à ce poste-là. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, mais bon, je veux dire, voilà, il a un contrat, autant lui faire respecter, servir de lui quand on en a besoin. Après, c'est vrai que le joueur, lui, va chercher du temps de jeu et que c'est vrai que c'est pas non plus très, très cool vis-à-vis de lui, quoi. Ouais. On a connu le cas d'ailleurs avec Sad qu'on a envoyé à Ajaccio et que finalement on s'est retrouvé sans aucun latéral gauche juste peu de temps après suite à blessure. Donc on était bien malin d'avoir envoyé Sad ailleurs alors qu'on en aurait eu besoin. C'est sûr. Et sur les signatures, on a déjà abordé le cas de Benezet, mais on n'a pas parlé d'Hansen par exemple. Bah, j'espère qu'Hansen ça fera pas la même chose qu'Andersen. Andersen avait fait des choses intéressantes, mais bon, le comportement du club, semble blâmer le club. Hein. C'est vrai que voilà, je veux dire, pour un gardien international qui a besoin du temps de jeu, lui offrir si peu de temps de jeu, c'est dommage. Après, Hansen va vouloir chercher du temps de jeu aussi, mais bon, c'est vrai qu'il a dit lors de sa présentation qu'il avait parlé avec Vaz, qu'il avait parlé avec Andersen de leur passage au club et de leur expérience au club. Si même Andersen lui recommande le club en disant que ça aurait pu bien se passer, après on n'a pas tous les détails de ce qui a été dit, c'est vrai qu'Hansen après c'est dans quoi il s'engage, il savait que Laquet était titulaire, il sait que lui après il a intérêt à le faire bouger de sa place pour après espérer être titulaire avec l'équipe du Danemark, donc ça sera à lui de bouger. Je pense que ça peut être intéressant. Après, espérons pas que ça fasse comme Andersen. Je pense pas qu'il faut recruter un gardien pour le faire jouer sur le banc. Ouais. Les choses sont beaucoup plus claires qu'avec Andersen quand même. T'entends quoi par beaucoup plus clair ? Andersen est arrivé sans trop savoir s'il allait être titulaire ou pas, avec son statut de titulaire en équipe du Danemark. Il pouvait très, très largement prétendre à être le titulaire, et finalement c'est vraiment parce que c'était compliqué qu'il s'est retrouvé comme titulaire, et il a quitté sa place parce que c'était aussi compliqué. Là, Hansen, il arrive, il sait qu'il est remplaçant et qu'il doit cravacher pour prendre sa place. Et puis Andersen était arrivé à la suite d'une blessure de Laquet aussi. Aussi, ouais. Il savait qu'il allait arriver titulaire pour un bon petit moment. Mm-hmm. Ouais. Sinon ils auraient dû se contenter de Quentin Weisberg, et que finalement il n'a pas non plus été très concluant. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu dommage d'avoir deux très bons gardiens, la personne de Hansen et de Laquet, parce que c'est... On a perdu Arnaud ? Ah, oui, on a perdu Arnaud. Et d'un coup... Allez, on perd Arnaud. Mais je trouve ça aussi dommage d'avoir deux gardiens de ce niveau-là. Ouais. Du coup, on a le début, Oui, j'ai vu que ça avait coupé. Ce qui est en soi pas une exception non plus, hein. Quand on voit à Lille, ils ont deux très bons gardiens. Dans de très nombreux clubs, ils ont deux très bons gardiens. Après,
ce qui pourrait être intéressant, c'est que on fasse peut-être une transition en douceur en faisant jouer à Hansen des matchs de coupe. Bien sûr, sous réserve qu'il soit décisif et qu'il tienne bien la baraque. Je veux dire, si on fait jouer en Coupe de la Ligue qui va commencer dès octobre et qui nous fait 3 boulettes, c'est sûr qu'on va plus pouvoir le faire jouer. Mais après, c'est vrai que commencer à tester ses performances sur des matchs officiels et puis voilà, après avoir une période de transition où la Kiev va aller sur la fin de sa carrière, peut-être à la fin de saison, et Hansen pourra, avec de la confiance, avec déjà un petit peu d'expérience de la Ligue 1 et du championnat français, reprendre sereinement les rênes les cages la saison prochaine. Je pense que c'est comme ça aussi que ça se passe dans la tête à Duprat. Je pense que Duprat il pense comme toi et qu'il envisage le futur. C'est probablement l'idée, ouais. Alors, pour rebondir, le Dauphiné avait parlé d'un Brésilien qui arriverait chez nous d'ici ce soir. Alors, je vous annonce que ça ne sera pas Brandao parce qu'il vient de prolonger avec Saint-Etienne. C'est officiel. Malheureusement, on n'aura pas Brandao. Je sais pas tout cher. C'est fort dommage. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais il aurait surtout une caractéristique que personne a en attaque avec son gabarit. C'est la caractéristique de tirer à côté. D'avoir, malgré des pieds un peu spécifiques, d'avoir toujours ces 10-12 buts par saison. Quoi. Donc il y avait un article dans France Football il y a 2 semaines, c'est vrai, où il parlait de Brandao. C'est vrai que voilà, on l'a beaucoup charrié, mais finalement, Brandao, il a quand même su faire la différence. Brandao, il n'aurait pas été là la saison passée avec Saint-Etienne. Saint-Etienne n'aurait jamais fini dans le top 5, je pense. Hein. J'attends de voir le Brandao sans Aubameyang à ses côtés. Aussi, mais on va bien voir. Ok, bon, on a fait le tour. Et donc, au niveau du mercato, il reste quelques minutes, quelques heures. Selon vous, les gens auront la réponse avant diffusion, mais qu'est-ce qui manque, où est-ce qu'il y a un trou dans cet effectif qui mériterait d'être comblé? Je laisse la parole aux autres en essayant de réfléchir un petit peu à ce que je pourrais dire déjà. Bon, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt pas trop mal. On avait un souci numéro 9 qu'on a réglé avec l'arrivée de Ruben. Ouais. Donc je pense que là on a les postes qui sont doublés et je vois pas trop l'intérêt de l'arrivée d'un nouveau joueur, surtout dans les dernières minutes. Moi je pense qu'il faudrait peut-être penser quand même à un latéral gauche. Parce que sur le côté droit, on aurait la paire Djadjedje avec Vass. Donc Vass qui peut jouer au milieu comme il peut jouer aussi derrière si Djadjedje est blessé ou absent. Et par contre, pour Sabali, on n'a pas vraiment. Moi, je trouve qu'Eret en défensif derrière, je le trouve un peu léger. Donc je pense qu'il faudrait peut-être recruter à ce niveau-là pour avoir eu un poste complémentaire au cas où que Sabali soit pas là ou soit blessé. Donc, c'est vrai que. Ouais, vas-y. Eret peut remplir ce rôle d'arrière gauche, je pense. Il peut, je trouve que sur le peu de matchs où il a joué à ce poste, au niveau du placement, ça part beaucoup dans son dos et je pense qu'on aurait des petits soucis de ce côté-là. Je pense que milieu, il est plus à l'aise et il a plus de liberté et il est plus performant. C'est vrai que je le trouve plus intéressant et plus à l'aise sur le milieu gauche, donc je rejoindrai Fred en disant que ça serait bien d'avoir peut-être un arrière gauche de rechange, un arrière gaucher pour pouvoir centrer directement, et peut-être aussi un attaquant droit, enfin un milieu offensif droit. C'est vrai que mis à part Vass à la base est milieu droit, il n'est pas non plus très très offensif. Un milieu offensif droit, ça pourrait être aussi intéressant d'en avoir un. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je reviens sur le cas du latéral gauche. Le seul problème, c'est que si tu veux doubler le poste de latéral gauche avec un vrai latéral gauche, sachant que l'actuel c'est un U20 qui est en prêt, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas tellement recruter un mec qui sera derrière lui, en deuxième quoi, derrière lui, puisque sinon tu recrutes, tu fais revenir Ripper quoi. Et sinon, tu prends quelqu'un qui est meilleur que lui, qui va prendre sa place, et là, ça devient vraiment très compliqué de trouver un latéral gauche, puisqu'on a essayé de faire venir Reveillère pour qu'il joue à gauche, alors c'est dire. Je trouve que Reveillère à gauche, de manière, il voulait pas jouer à gauche, donc c'était pas intéressant de le faire. Reveillère, on aurait besoin de quelqu'un à droite, ça aurait été intéressant, et son expérience aurait beaucoup aidé. Après, ça aurait été, d'un point de vue salarial aussi, peut-être pas très réalisable. Oui, donc c'est pour dire les difficultés, quoi. Qu'est-ce que t'as dit, Fred ? Je pense qu'il aurait fait un trou dans la trésorerie, on aurait dû se séparer encore de 10 joueurs au prochaine intersaison pour avoir un flou et pour mettre à niveau les caisses.
Et pour peut-être revenir sur certains joueurs, enfin pour l'arrivée du mercato, on n'a peut-être pas parlé énormément des signatures de contrats pro de Thomasson, de Baouya et de Nkoulou. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est Thomasson. Ça avait été dit dans les médias. Ça a été dit. Bah, c'est pas. Ouais, ça fait pas. On fait pas l'américaine. Non, c'est Thomasson. D'accord, ok, Thomasson. Donc du coup, je sais pas ce que vous en pensez de leur signature de contrat pro et du départ de Thomasson aussi, du coup, justement, du côté de Vannes en national pour progresser aussi. C'est bien pour lui, ça. C'est sûr que le championnat national, c'est exigeant, c'est costaud. Il va faire ses armes, il va un peu étoffer le physique. C'était vraiment, en plus Vannes, c'est quand même un club qui a eu une expérience en Ligue 2, qui a des bonnes structures, qui a un petit peu, je sais pas s'ils ont des ambitions de remonter rapidement, mais il va pouvoir avoir du temps de jeu. C'est une bonne chose pour lui, parce qu'il aurait eu 0 minutes en Ligue 1. Là, c'était quasi assuré cette saison, donc vaut mieux partir en national que de jouer avec la réserve en CFA2. C'est sûr. Ouais. Arnaud et puis Yannick, vous en pensez quoi? Moi, je pense que Fred a tout dit. C'est une bonne chose pour le club. Le prêt de Thomasson était coulé de source. C'était évident. Je pense qu'il allait pas s'imposer, du moins pas cette saison. Donc c'est une bonne chose. Je suis plutôt satisfait. Et pour Clark Nkoulou également, qui est quelqu'un que j'apprécie et qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment. Je trouve ça vachement, on pourra parler de ça plus tard, ultérieurement ou même après. Je trouve ça vachement important. Enfin moi maintenant, qui apprécie beaucoup Twitter et tout ça. Enfin je trouve ça important maintenant la communication sur les réseaux sociaux des joueurs, d'avoir leur quotidien un petit peu, puis qu'ils puissent interagir avec les supporters. Enfin je trouve ça un petit peu sympa. Et donc pour en revenir avec le prêt de Thomasson, c'est vrai que pour l'avoir vu à l'entraînement et tout ça, il reste un cran en dessous de Nkoulou et de Baouya, et donc le prêt était quand même vachement intéressant, sachant que Baouya et Nkoulou n'auront pas non plus énormément de temps de jeu cette saison, mis à part des blessures, et en coupe, c'est dommage pour eux, mais avec les renforts offensifs qu'on a eu, ça va être irréalisable de les faire jouer souvent. Je reviens 2 secondes sur les réseaux sociaux. T'as raison, c'est très très intéressant, mais à petite dose. Quand on voit ce que je balance Jean-Michel Aulas et Joey Barton, ça donne quand même envie aux joueurs de se calmer. Après, on voit Pierre Boubi et ses perles, c'est quand même du haut niveau. Donc il y a le top, il y a le beaucoup bien et il y a le beaucoup. Il y a le beaucoup pas bien. Oui, c'est vrai que Pierre Boubi maîtrise très très bien le réseau social. C'est vrai qu'après la communication, c'est pas donné à tout le monde. Il suffit qu'un mec mette un tweet polémique et ce soit repris dans les médias, qu'il se fasse allumer ou pas. Donc c'est vrai qu'après c'est des choses à apprendre et à savoir maîtriser et pas faire n'importe quoi avec, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs clairement un truc assez hallucinant. C'est quand on connaît l'importance de la communication, de l'information dans les médias et partout de la part des footballeurs et de leur entourage. Quand on voit comme certains se comportent sur les réseaux sociaux d'une manière très, sans savoir où ils vont, sans savoir ce qu'ils font, etc. Donc, sans savoir écrire français. Oui, aussi, oui, mais ça, c'est à la limite, c'est presque moins important. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font les agents, parce que ça fait partie aussi de leur boulot de travailler sur la communication de leurs joueurs. Et des clubs aussi. Du coup, ça engage aussi la responsabilité des clubs, quoi. Tout ce que dit, on voit souvent ce que je dis n'engage que moi, mais je veux dire, quand t'es un joueur, quand t'es sous contrat, t'engages forcément ton club si t'écris quelque chose qui va être repris dans les médias, quoi. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est quand même hallucinant de voir comme ça les intéresse pas plus que ça, alors que en plus c'est vecteur de valeur aussi. Parce qu'un joueur qui est bon en communication va forcément faire grossir sa valeur marchande, même si on n'est pas en train de parler de bout de viande, mais voilà, donc c'est marrant que ça les intéresse pas plus que ça de régler ces problèmes-là. C'est sûr. Bon, on va presque conclure on va pas faire de pronostics sur le prochain match, étant donné qu'il est dans plus de 15 jours et que le prochain c'est le match amical contre Nîmes. On va se passer de. Vous serez présent à Albertville pour voir le match? Non, personnellement. Non. Probablement, moi, oui. Ouais, je pense que j'y serai aussi, moi. Donc. Et Arnaud, tu y vas?
Si j'ai un moyen de m'y rendre, je pense que j'irai, oui. Ok. Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs de ce match? Est-ce que Un petit pont? est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez de ce match inhabituel? Bah, Non, Vas-y Arnaud. Arnaud. On a reperdu Arnaud. Bah je pense que je vais prendre la parole. Je pense que du coup c'est. Bah Arnaud, on t'a perdu. Ah, veuillez m'excuser. Donc je disais que ça permettait de garder le rythme. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec lui. Quand on voit l'intensité de jeu affichée face à Lyon, on peut pas se permettre de prendre entre guillemets 2 semaines de congé où on se contente d'entraînement pour après enchaîner sur un match entre deux futurs concurrents pour le maintien. Je pense que un match face à Nîmes, qui est quand même une équipe costaud, qui peut jouer encore peut-être la montée cette saison, même s'ils ont perdu Nicolas Benzet. Ça peut être intéressant, puis on va peut-être pouvoir revoir jouer Nicolas Benzet contre ses anciens partenaires, qui peut être capable de nouvelles choses. Ça pourrait être aussi l'occasion de faire tourner un petit peu l'effectif et de voir de tester des tactiques encore quand on est encore en début de saison et on n'est pas encore figé, donc ça peut être intéressant et je pense qu'on était peut-être un peu dans l'obligation de faire ça et pas se tourner les pouces en attendant Ajaccio. Fred? Oui, bon, c'est un match qui va permettre de garder l'hype, comme vous avez dit. C'est un petit match contre Nîmes, donc pour fêter le transfert de Benezet. Je pensais que le 1,5 million, je crois que le Nîmes Olympique a prévu un petit traiteur pour l'après-match pour un petit pont. Donc non, ça va être c'est bien. Il vaut mieux faire ça que des oppositions entre eux ou avec l'équipe réserve. Ça va être sur un rythme, je pense, tranquille. Il y aura pas ça va pas boiter. Il n'y a pas de raison. C'est bien. Après, sachant que Nîmes reste une bonne équipe, donc la confrontation sera pas intéressante. Le niveau, enfin, pas similaire, mais il y aura pas non plus une différence de niveau très très importante, donc ça pourrait donner vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. Ok. Et donc, comme je disais, pour conclure, on va pas pronostiquer, faire des pronostics là-dessus, mais plus, pas forcément des pronostics, mais plus des visions par rapport à ce qu'on connaît de cette équipe et de ce qu'on a vu depuis le début de saison. D'après vous, est-ce qu'on va encore se sauver à la dernière ou l'avant-dernière journée, ou est-ce qu'on peut imaginer mieux, voir les coupes, voilà, qu'est-ce que vous imaginez par rapport à ce début de saison? Je pense que pour moi, je pense que les coupes sont secondaires, donc on verra ça plus tard. Si on arrive à faire quelque chose comme en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, ça sera très intéressant. Après, voilà, faut les jouer, sachant que c'est des matchs après match, faut les jouer comme si on avait rien à perdre. Après, le championnat, si on sauve, comme tu le dis, la dernière ou avant-dernière journée, ça va pas me poser de problème. Après, ça serait bien de se maintenir avant et de faire plaisir aux supporters en visant un petit peu plus haut. Quand on voit ce qu'a été capable contre Lyon, ce qu'a été capable même avant, même s'il n'y avait pas de résultat au bout, il commence à y avoir la manière. S'il y a les résultats qui commencent à tomber aussi, ça peut être que de bon augure. Après, on a trop souvent, la saison passée, perdu des points bêtement et contre des équipes mal classées ou qui vont jouer le maintien. Il ne faut pas reproduire ces erreurs-là et j'espère qu'ils auront l'intelligence de ne pas le refaire. Cette saison, normalement, par rapport à ce qu'on voit depuis le début, donc c'est quand même diamétralement opposé par rapport à la saison dernière. Donc ça, on peut laisser penser que le maintien sera quand même plus facile à acquérir. Maintenant, 3 avait le plus beau jeu de la deuxième partie de tableau et ils sont pourtant descendus, donc il faut toujours quand même se méfier. Et si le réalisme est là devant, il n'y a pas de raison, que ça se passe mal. Arnaud ? Moi, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'au niveau du jeu, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais c'est vrai que quand on compare notamment avec les promus, on a un promu monégasque on n'a même pas besoin d'en parler. On a Nantes et Guingamp qui produisent également du très beau jeu. Je pense que ça va être quand même un petit peu plus serré que ce qu'on pourrait imaginer. Et surtout qu'on voit que, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure sur Twitter, que Bastia s'est quand même bien renforcé, ils font un très très bon début de saison, donc ça serait, ils sont en train de commencer un petit peu à prendre de la distance, donc il va falloir faire attention aussi à Bastia qui du coup s'ils se mettent à l'écart avec Monaco et puis Nantes, va falloir faire attention aussi quoi. Yannick, ton point de vue? Moi, mon point de vue, c'est un peu ce que vous avez dit aussi. C'est effectivement sur ce qu'on a vu depuis le début, on peut s'attendre à
un peu plus de tranquillité. Après, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise passe et ce genre de choses. Donc, mais effectivement, on peut se préparer quand même à vivre un peu plus sereinement, peut-être une saison un peu comme Bastia l'année dernière, où on est capable de faire des très bons matchs et de gagner des matchs, donc de prendre des points et aussi d'en perdre assez bêtement, mais ce qui au final fait un total un petit peu supérieur à ce qu'on a pu prendre jusque-là. Et ben, j'enchaîne pour des vrais pronostics, 3 pronostics sur la saison. Pour chacun, qui voyez-vous champion? Bah, je pense que Paris va se ressaisir. Après, j'aimerais bien, même pas en étant supporter Marseille, mais je pense que Marseille aurait un coup à jouer aussi. Ça serait intéressant de les voir rejouer le haut du classement. Ils ont leur place là-haut. Après, c'est dommage leur défaite hier face à Monaco. À voir quoi. Le haut du classement et puis le titre de champion m'intéresse fort peu maintenant qu'il y a le TG en Ligue 1 à vrai dire. Les deux autres? Moi, j'aimerais bien aussi l'Olympique de Marseille. Et un peu en dehors aussi des deux géants monégasques et parisiens. Donc pourquoi pas, mais sinon, c'est vrai que sur le papier, Paris est très largement au-dessus des autres concurrents. Ouais, je pense qu'il y a pas de scoop à dire que ça va se jouer, je pense, entre Paris et Monaco. Après, dans quel ordre je sais pas, puis on va dire, je m'en fous un peu. C'est bien, c'est relativement unanime. Les 3 équipes que vous voyez descendre en Ligue 2, que vous voyez les plus faibles sur ce début de saison par rapport à leur effectif et tout. Moi, je dirais Ajaccio, Reims, et la troisième, je peux pas dire puisque je pense que les autres équipes sont toutes au même niveau. Reims, je les sens pas descendre. Enfin, ils font quand même des bonnes saisons en Ligue 1. Ils ont quand même un bon passé en Ligue 1, un bon public, un bon effectif. Ça va être dur de les voir descendre. Ils font un début de saison correct aussi. Ajaccio, je rejoins Arnaud. Je pense que ils pourraient descendre et je les vois descendre. De même que Guingamp. Guingamp, voilà, ils ont un bon public, ils ont peut-être un bon jeu, ils ont peut-être une histoire en Ligue 1, mais pour l'instant, ça reste peut-être un peu faible pour de la Ligue 1. Et puis, je rajouterais, même si je vais faire des malheureux, je pense que Nantes aussi va redescendre. Si on leur enlève leurs 3 points du match face à Bastia, même si c'est pas encore officiellement fait, ils sont déjà quand même un petit peu à la traîne. Après, à voir, peut-être que Sochaux aussi pourrait les rejoindre aussi, peut-être Sochaux à la place de Nantes. Sochaux ont été un petit peu affaiblis aussi, donc peut-être Sochaux plus à la place de Nantes. C'est vrai que Nantes mériterait même un peu plus. Voilà, et Sochaux, Ajaccio, et puis je sais plus le troisième que j'avais dit Guingamp. Voilà. Et puis Fred, t'en penses quoi? Difficile. Je vais pas me prononcer sur des descentes. En plus, je pense que s'il y a d'autres supporters qui écoutent, on est déjà mal aimé. Donc, si on souhaite la descente de leur club. Non, c'est pas souhaité, hein, c'est par rapport à non, mais après, ce que j'ai vu, j'ai regardé vite fait le multiplex de la journée dernière. Moi, le seul match, c'est donc Sochaux à domicile où j'ai vu une équipe vraiment d'une faiblesse technique, mais c'était incroyable. Ils ont perdu Priva en attaque. A priori, ils vont peut-être perdre Boudbouz. Ils ont perdu Sio aussi. Hein. Oui, ils ont perdu Sio aussi, qui est parti à Bâle. Je sais pas. Bon, à chaque fois, ils se ressaisissent et puis ils font des fins de saison et se sauvent à la dernière journée. Mais là, je trouve que sur ce que j'ai vu au Parc des Sports, c'était vraiment calamiteux. Donc, je sais pas s'ils sont dans la charrette, mais c'était quand même pas beau à voir. Sochaux a pas intérêt de se maintenir la dernière journée vu qu'il joue contre Evian, ça serait dommage quoi. C'est sûr. Et le troisième pronostic que je vous propose, c'est qui sera le joueur le Croix de Savoie de l'année. Ça pourrait être l'année de Berigo. Hein. L'année de Berigo, il va planter 10-15 buts, enfin peut-être pas 15 buts, il va peut-être planter 10 buts, il va peut-être voir ailleurs. Duprat aimerait bien aussi le voir ailleurs. Il a dit s'il commence à planter beaucoup de buts, il va partir comme ses prédécesseurs. Ce serait bien que Berigo fasse quelque chose. C'est bien pour lui, c'est bien pour le club et c'est bien parce que c'est un Haut-Savoyard, quoi. Donc, ce serait quelque chose d'intéressant. Après, ça serait bien qu'on ait
une équipe homogène et qu'on soit tous collectivement très bons au lieu d'avoir une personne qui se détache et se reposer sur lui. Moi, j'aimerais bien voir la revanche de Vas, qui avait été élu très injustement dans la soi-disant pire équipe de l'année la saison dernière. J'avais pas très bien compris d'ailleurs pourquoi, mais Je pense que personne n'a compris ce Je choix. pense que le journaliste en question n'a même pas compris lui-même, parce qu'il ne doit pas connaître. Oui, sûrement. Donc j'aimerais bien la revanche de Vas et une saison exceptionnelle de ça. Moi, alors, je sais pas, ça va paraître peut-être bizarre pour certains, mais je pense que s'il joue, on peut voir du grand Mensah. Je pense que ce joueur a des capacités énormes. Moi je le trouvais plutôt intéressant depuis le début de saison, même s'il a des petits sauts de concentration qui lui font faire des fois des choses un peu bizarres. Contre Lyon, il a fait un gros match jusqu'à ce qu'il commence à avoir des crampes et on a vu après derrière que la concentration avec le manque de forme faisait faire des choses un peu bizarres, mais je pense que si avec du temps de jeu, il va avoir la caisse. Physiquement, c'est un Golgoth, il peut faire une très très grosse saison. est-ce que vous, juste pour rebondir un petit peu là-dessus, est-ce que vous feriez et vous voudriez bien revoir jouer Angoula, Cambon, des joueurs voilà, qui datent un petit peu, qui avaient fait des bonnes choses et qui du coup, à cause de la concurrence, ne sont plus en vue? Ça dépend quelle position, puisque Duprat a l'air de vouloir faire jouer Cambon au milieu cette année. Ouais, Cambon à la rigueur au milieu de terrain, mais dans ce cas-là, Angoula, est-ce que vous feriez jouer Angoula qui a quand même été là depuis un bon bout de temps, quoi? Il peut encore apporter beaucoup. C'est sûr que a priori, on va partir sur Mongongu Mensah, sauf blessure, mais après, de toute façon, à mon avis, en faisant appel à lui, quoi qu'il arrive, il répondra présent parce que c'est un guerrier, il a l'état d'esprit. Donc là-dessus, qu'on le fasse jouer libéraux tout un match ou qu'on le fasse rentrer à la 80e en avançant pour mettre la tête, il sera toujours à 100%. Donc moi, il n'y a pas de souci. Je pense que Angoula est quelqu'un qui a un très très bon état d'esprit et que même sa simple présence peut aider quand même. Je trouve que c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Le gros avantage cette année qu'on peut voir, c'est qu'on a l'impression que Duprat a décidé qu'il mettait une charnière et qu'il n'en changerait pas. En tout cas, tant qu'il n'en serait pas obligé pour cause des blessures ou des choses comme ça, ce qui est plutôt pas mal parce qu'au moins ils vont prendre confiance. Il a peut-être compris que de changer sa charnière une fois tous les 2 matchs, ça cassait les automatismes et ça déstabilisait probablement les joueurs. Mensah avait passé à travers de son match contre Rennes, donc on aurait pu penser, l'année dernière, on aurait pu penser qu'il le changerait. Et cette année, j'ai l'impression qu'il va quand même persister et qu'il va falloir qu'il fasse vraiment une série de mauvais matchs pour qu'il le change. Le fait de conserver une charnière centrale, Duprat pourrait peut-être expliquer ça à Didier Deschamps. Peut-être que ça pourrait se faire. Ouais, mais enfin, il est en train d'essayer. Alors. Et juste un dernier pronostic pour terminer, qui me vient à l'esprit. Qui sera l'équipe surprise cette année? Le Nice de l'année dernière, par exemple. Bah, le TG. Non, j'en ai pas une grande idée. Je vois pas quelqu'un faire une nouvelle fois la différence. Peut-être contre Nice. Bon, je sais pas. J'ai pas envie de sauter ça à Bordeaux parce que Bordeaux, après tout ce qu'ils nous ont fait en coupe et puis en championnat, j'ai rien envie de leur souhaiter. Avec Marcus et puis David Bellion, c'est pas bien barré pour ça, quoi. Peut-être que le Stade Rennais avec leur nouvel entraîneur, même s'ils perdent Erding, avec le retour d'Alessandrini, ils pourraient faire quelque chose d'intéressant à voir. C'est vrai, ça ressemble à du Nice de l'année dernière, effectivement. Ouais, Arnaud, t'en penses quoi? Dès que la question a été posée, j'avais Rennes dans l'esprit. Donc, Ouais, bon, ça va. Bizarrement, cette année, moi, je vois vraiment aucune équipe venir faire les troubles faits dans les 5-6 premières places. Je pense qu'il y aura une logique qui sera relative et on verra les Cadors, Lyon, Paris, Marseille, Saint-Etienne pas loin, avec Lille, et puis le lot habituel, la logique sportive qui correspond aussi au budget de la Ligue. Je pense que Nice, ça sera par contre très très délicat cette saison. Je pense que ça a été fait une saison, ils n'ont pas profité de leur chance en Europa League, ils feront plus rien, quoi. À voir. À voir. Bon, ben on va voir ça tout le long de la saison.
On va essayer de se retrouver régulièrement pour discuter des après-matchs. Avec grand plaisir. Et, Avec plaisir. il y aura un peu moins à discuter parce qu'il y aura un peu moins de mercato, des choses comme ça, mais il y aura toujours de quoi causer. Donc rendez-vous la prochaine fois. Ok, merci à toi pour l'invitation et merci à vous tous d'être venus et d'avoir. J'ai passé un très bon moment. Ben, Merci à vous. Oui, c'est vrai on a passé un bon moment. Chacun avait son petit mot à dire et c'était très agréable. Et le temps est passé très vite quand même. Hein. Voilà, Mais ça fait plus d'une heure. on arrive à Ouais. 1 heure là. Voilà. Ouais. Merci à tous Voilà. et puis à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao.